Bon, le plus dur dans une présentation, c'est de trouver le titre, surtout quand il faut donner le titre 2 mois avant d'avoir réfléchi à ce qu'on va pouvoir dire. Donc bon, n'attachez pas trop d'importance à ce titre destin lié ou destin commun entre enseignement et industrie, mais pourtant vous verrez au cours de ma présentation que c'est quand même 2 choses importantes. Et l'aspect pédagogie est aussi très important dans l'entreprise. Donc, je vais vous présenter l'entreprise, enfin l'organisation que je dirige, Innovation Works, dans le paysage de la recherche du groupe EADS. Puis ensuite, essentiellement 3 points. L'évolution du contexte international pour le métier d'ingénieur, les évolutions des métiers d'ingénieur dans l'entreprise, et un truc qui est le rapport du virtuel au concret. Vous comprendrez mieux ce que ça veut dire quand j'aurai fait ma présentation. Donc, EADS, vous connaissez. EADS est plus connu à travers ses produits. Airbus en particulier. Airbus numéro 1 mondial maintenant depuis 4 ou 5 ans. Eurocopter, numéro 1 mondial dans le domaine des hélicoptères depuis bien plus longtemps, plus de 10 ans. Castillon, c'est l'ensemble des activités, c'est le nouveau nom pour l'ensemble des activités de défense et de sécurité du groupe. Et Astrium pour toutes les activités spatiales. Donc Astrium est très connu à travers le programme Ariane, mais également à travers un certain nombre de programmes satellites. Au niveau de la direction générale du groupe, depuis 2006, la fonction technique est représentée par Jean Botti, directeur technique du groupe, qui est quelqu'un qui vient de l'automobile. Alors en 2006, on a pris 2 grandes décisions. D'une part, de monter la fonction technique au niveau du comité exécutif du groupe, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et c'était une réaction aux communications essentiellement de la part de Boeing très agressive en matière d'innovation technologique. Très longtemps, EADS et ce qui a précédé EADS, Aérospatiale en France, a eu une image de précurseur, de pionnier dans le domaine de la technologie, et c'est grâce à ça qu'on a pris des parts de marché. Et puis, période 2000-2005, plutôt une concentration de notre management sur les aspects intégration du groupe et financier, l'image d'innovation qui s'estompe un peu, et Boeing qui revient avec d'abord le Sonic Cruiser, un projet d'avion supersonique, puis le Dreamliner, le 787. Donc on a décidé de réagir à ce moment-là en mettant plus en avant la fonction technique. Et puis, deuxième évolution marquante, on a pris un directeur technique qui venait pas de l'aéronautique, mais qui venait de l'industrie automobile. Jean Botti avait passé 17 ans aux États-Unis, chez General Motors et ensuite chez Delphi. Donc, la volonté aussi de sortir un peu des sentiers battus en termes de pilotage de la technique à l'intérieur du groupe. Innovation Works, donc c'est l'organisation centrale de recherche du groupe, c'est plus de 700 ingénieurs. En fait, c'est bien plus que ça. Là, c'est les gens qui ont un contrat EADS, mais on travaille beaucoup avec donc des partenaires qui viennent compléter les équipes de recherche. En termes de gens travaillant sur nos projets de recherche, on est à plus de 1000. On est répartis dans 9 pays, 16 sites, un niveau de financement supérieur à 120 millions d'euros. Et puis une forte volonté de protéger ce qu'on fait. Donc là, le chiffre 2009, 160 brevets. Au niveau de la répartition de nos activités, un peu moins de la moitié qui est consacrée aux aérostructures, donc les matériaux, composites, métalliques, les traitements de surface, tout ce qui concerne les outils d'ingénierie, les méthodes de production. Quelque chose qui est entre la physique du vol et la mécanique et les structures, c'est ce qu'on appelle l'aéromécanique. Donc c'est l'intégration de solutions actives et passives pour améliorer les performances aérodynamiques de nos produits, donc réduire la traînée, améliorer la portance. Et puis donc l'autre partie de l'activité qui est consacrée plutôt au système. Donc système avionique, les capteurs, tout ce qui concerne l'électronique, l'intégration de ces systèmes dans nos produits. Tous les outils d'ingénierie, les maths applis, l'informatique, tout ça qui soutient notre activité de développement de produits. Quelque chose qui est nouveau, c'est l'énergie et la propulsion. Alors c'est pas nouveau, je veux dire, ça fait quand même longtemps qu'il y a les moteurs sur nos avions, mais ce qui est nouveau, c'est que on intègre davantage. Avant, on avait plutôt une philosophie d'acheter les moteurs et de laisser les fabricants développer
leurs produits sur la base de nos spécifications. Et là, l'idée, c'est de travailler de façon plus intégrée en touchant aux architectures de distribution de l'énergie à bord, etc. Donc, développer nous-mêmes un certain nombre de solutions pour améliorer les performances énergétiques de nos produits. Et puis, quelque chose qui est nouveau également, au niveau de la recherche du groupe, c'est de développer des avant-projets innovants sur des produits. Jusqu'à présent, c'était laissé à chacune des divisions ce rôle de développer des nouveaux produits, en disant on va anticiper sur ce que font les divisions. Les divisions Airbus et Eurocopter, etc., développent, complémentent leur gamme de produits. Nous, on va essayer de chercher des produits qui sont en dehors des gammes de produits actuelles. Donc la mission principale de cette organisation, c'est de développer des technologies pour l'ensemble des produits du groupe. On travaille essentiellement sur la phase amont d'identification de technologies qui pourraient avoir un impact différenciant sur nos produits. Et on les amène, notre rôle principal, c'est d'amener ces technologies jusqu'à un niveau de maturité. On utilise une échelle de maturité qui va de 1 à 9. Donc une étape importante, c'est le niveau 3 qui correspond à la preuve de concept, c'est-à-dire qu'on a évalué une technologie en laboratoire et on pense que, enfin on a identifié les éléments qui nous permettent de dire que d'un point de vue technique et d'un point de vue économique, oui, cette technologie peut apporter des éléments différenciants au produit. Et là, on rentre dans une phase de qualification de cette technologie pour aller jusqu'au deuxième poteau important qui est niveau 6, qui correspond à risque zéro au niveau de la technologie. On a qualifié, on a fait tous les essais de validation qui allaient bien pour dire on peut introduire la technologie sur un programme sans risque technologique. Il reste toujours des risques de nature économique, je dirais. On peut se planter un peu sur l'estimation des coûts de développement industriel ou des délais de développement industriel. Hein, c'est la dernière phase, 6 à 9. Mais disons qu'à 6, on a vraiment levé tous les verrous techniques. Donc un exemple récent, c'est la décision d'introduire les composites sur les structures de fuselage de l'Airbus A350. Quand on a pris cette décision, on avait fait toutes les manips qui allaient bien pour dire on peut le faire sans risque technique. Une chose importante, c'est qu'en marge donc, de cette organisation centrale de recherche que je viens de décrire, EADS a créé en France une fondation d'entreprise, puisqu'on a aussi constaté un peu plus tôt, d'ailleurs c'était en 2004 quand on a créé cette fondation, que on pourrait à un moment donné avoir un problème au niveau des ressources. On a besoin de beaucoup d'ingénieurs chaque année. En 2011, on va recruter plus de 4000 personnes, et c'est essentiellement des ingénieurs avec des postes permanents et à peu près 4000 sur des postes à durée déterminée. Donc vous voyez 8000 personnes qui vont être recrutées dans le groupe. On a donc un fort besoin, puis on a une classe d'âge dont on sait qu'elle va bientôt partir en retraite, donc on a besoin d'avoir des ingénieurs qui soient formés, qui soient des bons candidats, etc. Donc on a créé cette fondation en partie pour ça, pour très en amont intéresser les jeunes au métier des sciences. Donc ma participation aujourd'hui tombe bien de ce point de vue-là, c'est tout à fait cohérent. Mais également, donc, une des missions de la Fondation, c'est ça, c'est soutenir un certain nombre de programmes pour encourager les jeunes à aller vers des carrières scientifiques. Et puis l'autre partie, c'est soutenir la recherche amont. Nous, on arrive plutôt à la fin de la chaîne de l'innovation. On introduit des technologies sur les appareils. Donc on est plutôt, je l'ai dit, au niveau de la conception d'architecture. Si personne n'a développé les technologies élémentaires, et ça passe par des développements au niveau même de la physique fondamentale, même si Jean-Yves n'aime pas ce terme-là. Mais on a des exemples récents de choses qui ont été faites en physique fondamentale et qui ont débouché très rapidement sur des améliorations, enfin sur des produits ayant des performances notablement améliorées au niveau de l'électronique, je pense à ça en particulier. Donc, si cette recherche fondamentale n'a pas lieu, il ne se passe rien derrière. Donc, un deuxième objectif de cette fondation, c'est de soutenir des initiatives dans les laboratoires de recherche publics. On a d'ailleurs, dans ce cadre, soutenu une chaire à l'ENS depuis 2006, je crois.
dans le cadre d'un partenariat stratégique. Oui, j'ai oublié de préciser qu'on a un partenariat stratégique avec le NS Cachan qui aussi, qui n'est pas complètement étranger à ma présence aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne vraiment le cœur du sujet de ma présentation, l'évolution du contexte international. Bon, EADS, on le voit bien parce qu'on a un groupe, bon, vous avez vu, mon organisation est répartie dans 9 pays. EADS est présent un peu partout et veut être de plus en plus un champion, on dit global, donc être présent sur tous les continents. Mais on n'est pas les seuls. De plus en plus, on voit ces grands groupes se développer, qui sont des grands groupes multinationaux, qui ont les mêmes problèmes que nous, qui ont besoin d'avoir des talents qui les rejoignent régulièrement. Et donc, on recherche des talents globalement. On a un programme qui s'appelle Progress, de recrutement au sein du groupe, avec des concours dans les différentes zones géographiques du monde pour recruter chaque année une centaine de talents de haut niveau. On a des évolutions au niveau des zones de développement économique. C'est pas nouveau, mais ça devient exponentiel. Donc l'Asie, l'Amérique du Sud en particulier. Tous ces pays investissent massivement dans la R&D et dans l'éducation supérieure. Donc il y a quand même ce système de compétition qui existe au niveau mondial, y compris au niveau de l'éducation. Et on a un système français qui est tout à fait particulier avec ce système de grandes écoles, dont on pourrait penser que parce qu'il est tellement particulier, tellement isolé dans le monde, il va disparaître. En fait, non. Ce système, c'est aussi une force. C'est quelque chose qui commence à intéresser les pays qui se développent très rapidement. Hein. L'école centrale a créé une école centrale à Pékin. Il y a un nouveau projet dans un autre grand pays de la même zone, je ne vais pas être plus précis. Donc cette formation spécifique française est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup ces pays qui se développent rapidement. Un point qui est quand même inquiétant et qui a été mis en évidence par une étude qui s'appelle ROSE, enfin Relevance of Science Education. Vous verrez, j'ai repris quelques planches de cette étude. C'est que plus un pays est pauvre, plus l'intérêt des élèves pour les cours de sciences est élevé. Et inversement, plus un pays est développé, prospère, et plus les écoliers tendent à considérer l'enseignement scientifique comme ennuyeux, voire inutile. Et même pire, il y a aussi une méfiance qui s'installe dans les pays développés envers les sciences. Les problèmes récents au Japon n'aident pas. Donc d'une manière générale, quand on regarde, donc ça c'est des planches qui sont extraites de ce rapport ROSE, on a, si au niveau de la population adulte, on ne fait pas trop de différence. Alors le haut du tableau, vous ne voyez pas trop, mais le haut du tableau, c'est les pays hors, donc disons que le haut c'est, non plutôt je veux dire le bas c'est les pays occidentaux et le haut ce sont les autres. Donc au niveau des adultes, il n'y a pas tellement de différence, mais au niveau des jeunes, on voit que les jeunes dans les pays européens en particulier, et bon, il y a le Japon également, sont plus réticents à aller vers les sciences. Et puis la différence est encore plus grande entre les filles et les garçons dans ces pays-là. Donc là, c'est la même chose. Donc il y a à la fois une réticence vis-à-vis des sciences, il y a le fait que dans les nouveaux pays, les sciences sont vues comme un moyen de promotion sociale, et c'est plus le cas dans nos pays. Donc là, c'est le graphe qui est sur la droite. Là encore, avec une différence qui est encore plus grande entre les garçons et les filles. Bon, je regarde dans la salle, au niveau de l'enseignement, ça a l'air d'être pareil. Alors, la France se positionne pas trop mal en ce qui concerne le budget qui est consacré à l'éducation et également à la recherche. Et également en ce qui concerne la proportion des jeunes diplômés qui vont vers les métiers d'ingénieur. Donc, on a. Alors, est-ce que c'est lié à notre système éducatif particulier? Est-ce que c'est lié à une culture qui est très tournée vers la technologie et les sciences depuis au moins une cinquantaine d'années maintenant? Peut-être. Donc cette situation n'est pas trop mal
en France, ça fait un bout de temps qu'on dit on n'est pas sûr qu'on aura demain les ingénieurs qui conviennent pour notre industrie. Jusqu'à présent, on n'est pas encore dans une situation alarmante. Par contre, on l'est clairement en Allemagne, on l'est en Angleterre et en Espagne. Donc, on commence à voir en Europe, dans certains pays, une différence, un gap entre le besoin d'ingénieurs et ce que le système est capable de délivrer. Un autre point qui est important aussi, c'est la démographie. On l'a cité, c'est vrai que beaucoup de décisions sont prises à court terme sur des considérations budgétaires. Il faut prendre en considération les évolutions des distributions d'âge. De ce point de vue-là, la France se positionne à une démographie qui est quand même mieux placée que ses voisins européens, ce qui est un avantage à condition de faire les efforts qui vont bien au niveau de la formation. Alors, un autre point important, c'est donc du fait de cette tension sur la disponibilité d'ingénieurs, on a une compétition qui se met en place entre les différents secteurs industriels. Alors, EADS en France est classé comme meilleur employeur depuis un bout de temps, enfin, comme société préférée des jeunes depuis quelques années. Enfin, on est toujours dans les premiers. C'est pas du tout le cas en Allemagne, par exemple, où l'automobile passe largement avant l'aéronautique, et ça se ressent. C'est-à-dire qu'on a réellement en Allemagne des problèmes de recrutement d'ingénieurs de talent, et en particulier, donc on prend des jeunes chez nous en thèse. Pour les conserver à la fin de leur thèse, surtout dans la région de Munich où l'automobile est quand même très présente, c'est quand même pas facile. Ils ont tendance quand même à aller majoritairement vers BMW, Audi ou Mercedes. Donc en Angleterre, le classement n'est pas terrible non plus, et puis en Espagne, on est quand même moins bien placé. Donc ça, c'est quelque chose qui existe un peu dans tous les pays, hein, le fait que la matière première se raréfie fait qu'il y a une compétition entre les différentes industries, et ce qui fait qu'on essaye, nous, d'être présents à travers différentes initiatives le plus tôt possible auprès des jeunes pour leur indiquer comment c'est agréable, combien c'est agréable de travailler dans le domaine de l'aéronautique. Alors, le point suivant, l'évolution des métiers. Alors, ce que je vais dire est vrai pour l'ensemble des produits, même si je vais prendre pas mal d'exemples qui viennent des avions, de l'aéronautique. Dans beaucoup de métiers, maintenant, on a atteint l'optimum de ce on est à l'asymptote, c'est-à-dire qu'une amélioration sur la masse d'une structure, sur les performances d'un matériau qui sert à faire une structure, il faut dépenser beaucoup d'argent pour gagner quelques pouillèmes. Alors c'est vrai au niveau des structures, c'est vrai au niveau de l'aérodynamique, hein, au niveau de la configuration générale, c'est vrai au niveau des performances de moteur, même si on a encore des objectifs ambitieux d'amélioration dans les années qui viennent. Ce qui va venir dans les 10 ans qui viennent, c'est des choses qui ont été développées il y a 5 ou 10 ans. Les ruptures en termes de performance vont venir d'approches qui seront pluridisciplinaires. Donc Eric a parlé des multidisciplines. On est en plein dedans. Ce que je vais vous présenter plus tard comme exemple, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il faut aller vers des intégrations de fonctions, il faut aller vers des configurations instables d'un point de vue aérodynamique, mais qui permettront, grâce à l'intégration de systèmes, de récupérer donc la stabilité pour gagner en masse globale. Donc ça, c'est une évolution qui est très importante. Tout l'effort aujourd'hui est mis là-dessus, à tous les niveaux, sur ces optimisations pluridisciplinaires ou multidisciplinaires. En parallèle, et c'est pas complètement étranger à ça, c'est lié à ça, les grandes entreprises, les grands champions des différents secteurs se positionnent de plus en plus comme des architectes, intégrateurs de systèmes, et ils renvoient vers les sous-traitants, hein, vers des partenaires industriels, la conception spécifique et la réalisation des briques de base. Et avec des transferts d'activités qui se font vers
des pays avec des coûts de main-d'œuvre moindres, en sachant que ça n'a qu'un temps, puisque heureusement, le niveau de vie se développe un peu partout dans le monde. Et ça, c'est vrai pour notre industrie, mais c'est vrai pour l'automobile, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour l'ensemble des domaines. Donc ça, c'est aussi une évolution importante pour la formation des jeunes qui vont ensuite venir dans nos groupes. Alors, des exemples. J'ai parlé de la 350, qui est un avion donc, à fuselage composite. Alors, il n'est pas censé être le premier. Le premier, ça devrait être le Boeing 787, mais le Boeing 787, ils ont des problèmes de développement. Donc, s'ils continuent comme ça, on risque d'être les premiers à voler avec un avion tout composite. Bon, les composites, c'est une chose. Hein, c'est clair que ça permet de gagner. On n'a pas de problème de fatigue, on n'a pas de problème de corrosion sur des structures en composite. Par contre, l'aspect négatif, c'est que les composites, donc c'est des composites à base de fibres de carbone dans une résine, ils sont faiblement conducteurs. Les fibres de carbone sont faiblement conductrices, et puis l'ensemble est très faiblement conducteur. Donc on a un double problème, une absence de faradisation du fuselage, donc pour tout ce qui est perturbation électromagnétique qu'on peut avoir sur les équipements embarqués, c'est un problème. L'autre problème, c'est que les avions sont soumis à des impacts de foudre. Alors en moyenne, c'est un impact de foudre par avion et par an. Donc un impact de foudre, ça veut dire s'il n'y a pas diffusion du courant, c'est-à-dire un dégât qui est important. Dans le cas d'un composite, on perce et on perd la tenue mécanique. Donc c'est un peu gênant pour l'avion. Donc on est obligé d'imaginer des solutions de métallisation de ces structures composites pour régler ces problèmes à la fois de faradisation et de protection contre la foudre, qui viennent pénaliser, enfin détériorer le devis de masse de ces structures composites. Dans le même temps, un autre inconvénient de ces structures composites et du fait qu'ils ne sont pas conductrices, c'est que jusqu'à présent, sur les fuselages métalliques, on utilisait le fuselage pour faire un retour à la masse de tous les équipements électriques embarqués. Bon, ben là, il faut mettre des câbles sur le Boeing 787. Il y a des grandes barres de cuivre qui courent à l'intérieur de l'avion pour faire les retours de courant. Ça aussi, ça représente de la masse. Sur le 787, je crois que Boeing lui-même annonce zéro gain de masse, parce que tout ce qui est rajouté pour traiter ces problèmes de foudre, de conductivité électrique, ça représente à peu près 1,6 tonne. Et c'est à peu près ce qu'on gagne en passant du métallique au composite. Donc, vous voyez, on est forcément plus intelligent, on fera mieux, mais vous voyez quand même l'enjeu. Donc, bon, il faut être astucieux, il faut trouver des solutions à ça. Alors, quand on est ingénieur, on se dit, on a ce problème de conductivité électrique d'un côté, puis de l'autre côté, on a vendu aux compagnies aériennes le fait qu'on était capable de mettre n'importe quel système, qu'on était capable de faire beaucoup de customisation, hein, qu'on pouvait donner à une compagnie aérienne un avion où, si la compagnie le veut, elle va mettre les cuisines plutôt à l'avant, plutôt au milieu, plutôt à l'arrière, tel ou tel type comment on dit, in-flight entertainment, j'oublie. Enfin, donc tous les systèmes de communication embarqués, etc. Bon, tout ça, ces contraintes, de customisation se traduisent par le fait qu'on doit passer des fils, des câbles, des tuyaux à l'intérieur de l'appareil, et que ça se dessine avion par avion, hein, même si la partie avion même, elle, est la même pour toutes les compagnies aériennes. Tout ce qui est aménagement intérieur de la cabine, etc., doit être modulaire pour être adapté aux besoins du client. Ça se traduit au dernier moment par le fait qu'on va percer des trous dans la structure pour aller mettre des colliers, des systèmes qui vont attacher ces câbles, ces tuyaux, etc. Chaque trou qu'on va faire dans la structure pour poser un de ces colliers, un de ces systèmes d'attache, va nécessiter un dossier de justification
en structure, quand on fait un trou dans la structure, on touche aux performances de la structure. Bon, vous voyez la complexité du truc. Bon, on a eu l'idée de dire on va découpler l'aspect installation des systèmes pour faire face aux besoins de customisation de la structure. On va mettre à l'intérieur d'un système de la structure composite des grilles métalliques qui assureront à la fois la fonction de retour de courant dont on a besoin et qui permettront d'installer les systèmes en parallèle et au dernier moment sans toucher à la structure, donc sans être obligé de faire ces dossiers de justification de structure. Ça, c'est typiquement du boulot d'ingénieur, du boulot d'architecte, intégrateur, qui doit prendre différentes contraintes et trouver la meilleure solution pour un problème complexe. Donc bon, là c'est quelques photos des systèmes qu'on a développés pour la 350. Donc ce nouveau métier d'architecte intégrateur s'appuie aussi sur de nouvelles compétences en termes d'outils à manipuler. Bon, un truc évident, c'est la maquette numérique, mais la maquette numérique, c'est déjà, même si c'est quand même très récent, le premier avion chez nous qui est complètement, pour lequel on a une maquette numérique 3D complète, qui sert à organiser l'ensemble des données techniques de l'avion, c'est la 380. Donc c'est pas si vieux que ça, la 380, c'est une certification en 2006. Mais disons que les outils CATIA, etc., ça existe. Les outils de data management, product data management, sont des choses qui existent. Et là, on est maintenant en train de travailler sur des étapes suivantes qui vont aller plus vers la transcription des spécifications données par le client en spécifications utilisables par les ingénieurs pour développer l'ensemble des éléments. Alors, je ne sais pas si vous êtes très familier à ce V qui apparaît là. En haut à gauche, on part des besoins du client. Quand on descend la première branche du V vers la droite, on va vers une conception qui est de plus en plus détaillée des différents éléments du produit. En bas, on a le développement des briques de base, des structures, une pièce, etc. Et puis, on remonte sur la droite le V, c'est tout ce qui concerne la validation. Validation d'abord au niveau de chaque métier, de pièces, etc. Et puis on arrive à la validation de l'appareil complet, de la certification, de la démonstration que ce qu'on a développé correspond aux besoins du client et également satisfait aux règles de sécurité internationale. Donc aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré, mais encore une fois, c'est des choses qui sont assez mûres au niveau de la recherche, mais qui ne sont pas encore entrées complètement dans les bureaux d'études. On s'est beaucoup concentré sur la descente du V, donc transcrire les besoins du client et les contraintes réglementaires en choses utilisables par les ingénieurs pour le dessin des pièces. L'intégration des aspects fonctionnels, on passe aujourd'hui de la maquette numérique, la digital mock-up, à la maquette fonctionnelle numérique, c'est-à-dire qu'on est capable de faire un lien entre une définition géométrique qui sera de plus en plus précise du produit et les fonctions que doivent assurer les différents éléments du produit, tout ça de façon complètement virtuelle, je dirais. Et puis demain, un des points importants sur lequel on a déjà commencé à travailler, c'est d'aller vers également la certification virtuelle des produits, c'est-à-dire une démonstration par un certain nombre d'outils informatiques mathématiques que le produit satisfait toutes les exigences. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on est passé de démonstrations qui étaient avant essentiellement par des maquettes physiques, par de l'essai, à du virtuel? C'est d'abord pour gagner du temps au niveau des développements. On a déjà réduit de façon importante les cycles de développement des produits tout en augmentant leur complexité. Mais c'est aussi pour augmenter la qualité et augmenter notre capacité à introduire le plus tard possible des améliorations techniques au niveau des éléments de base. Typiquement, un avion, quand on le certifie aujourd'hui,
on fait 3 choses qui sont très coûteuses et très longues. On fait un avion complet qui va servir à faire des essais statiques. On crée un avion qui va ne servir qu'à être mis sur des vérins pour vérifier les charges. On en fait un deuxième qui va être soumis à des charges dynamiques pour vérifier le comportement dans le temps vis-à-vis de charges de fatigue. Et puis on crée dans un grand hall une reproduction à l'échelle 1 de l'ensemble des systèmes de l'avion. C'est ce qu'on appelle l'Iron Bird. Donc c'est l'ensemble des systèmes, les trains d'atterrissage, les moteurs, enfin, tous les systèmes électriques, etc. Pour tout ça contribue à la validation et à la certification, pour vérifier donc la bonne adéquation entre ce qu'on a fait et les besoins réglementaires et des clients. Vous imaginez que si au dernier moment on change le moindre élément de tout ça, ça prend du temps pour changer une brique, soit dans l'avion physique qu'on va casser par des charges mécaniques, soit dans l'Iron Bird sur le système. Ça prend du temps, donc ça limite les capacités d'introduire des choses nouvelles. Quand on est en numérique, on peut le faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus tard. Alors on utilise évidemment de plus en plus aussi de modélisation. Alors les mathématiques appliquées, qui ne sont pas un métier de cœur du groupe ENS, sont de plus en plus présents partout, parce que de plus en plus on a besoin de simulation numérique pour aider à la définition des différentes pièces. Donc là, vous voyez un certain nombre de cas d'application sur la 350. C'est la première fois qu'on utilise de façon étendue ce qu'on appelle le Model-Based System Engineering. Donc c'est l'intégration au niveau de l'ingénierie de méthodes de simulation numérique pour définir des sous-systèmes. Alors, j'ai beaucoup parlé du numérique, du virtuel, etc. Cette évolution des métiers, liée aussi, auquel s'ajoute le fait que là où on avait une dizaine de personnes au temps héroïque, maintenant on en a 1000, avec une segmentation de plus en plus importante des tâches. Alors c'est lié à la complexité croissante des systèmes. On a 2 risques. Un premier risque qui est une déconnexion avec le monde réel, avec le monde physique, du fait de l'utilisation de ces outils. C'est merveilleux, on a une maquette numérique qui bouge dans tous les sens, etc. Mais la physique n'est plus présente, en tout cas dans l'esprit des gens qui travaillent sur ces outils. Surtout si on fait le V complet de façon complètement numérique, il y a vraiment un risque là de perte de contact avec le réel. Et puis, deuxième risque, c'est une perte de compétences à l'échelle même du produit. Parce que c'est facile, on fait du Lego, on achète des technologies, des briques technologiques, on les assemble pour faire, en tant qu'architecte, un système. Or, on ne peut sérieusement travailler sur l'architecture d'un système de train d'atterrissage, par exemple, que si on a une expérience sur les problèmes mécaniques, sur les problèmes de matériaux, sur les problèmes. Aujourd'hui, on a des systèmes de train qui sont hydrauliques, donc il faut avoir une connaissance des aspects physiques pour être capable ensuite d'intégrer tout ça sur des solutions. Deuxième point, c'est que, et ça rejoint ce que je viens de dire, c'est que la conception d'une solution intégrée performante nécessite une connaissance en profondeur de la physique de chaque brique. Et cette connaissance est nécessaire pour faire bouger les frontières. Le Lego, c'est bien, mais on assemble des pièces, mais on n'imagine pas forcément des nouvelles pièces. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une connaissance sur chaque brique en profondeur pour faire bouger les frontières, définir différemment les briques technologiques qu'on va utiliser. Donc ça se fait par l'intégration de fonctions ou par le transfert d'exigence du composant vers le système ou vice-versa. Un exemple de ce deuxième point, c'est, et là on est bien obligé de le faire, vous savez qu'il y a 30 ans, 40 ans, l'électronique, disons 40 ans maintenant, oui. Les développements en électronique étaient quand même très tirés par la défense. Il y avait des industries qui développaient des composants électroniques durcis, etc., pour
pour l'industrie de la défense ou pour le spatial. Et ensuite, les autres domaines industriels bénéficiaient de ces développements pour développer des applications grand public. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Les applications défense et spatiale, c'est un tout petit marché, ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse les fabricants de composants électroniques, c'est les téléphones portables, c'est les téléviseurs, enfin c'est tout ce qui est domotique, etc. Quand on vient avec notre besoin spécifique et nos quantités ridicules, bon, on est reçu poliment parce qu'on s'appelle EADS, mais guère plus. Donc il faut qu'on apprenne à utiliser des solutions du commerce qui posent des problèmes. Hein. Ils ont des problèmes de durabilité qui ne conviennent pas à nos environnements extrêmes. Donc il faut régler un problème qui apparaît au niveau du composant par un traitement au niveau de l'architecture. Donc ce n'est pas le composant qu'on va durcir, mais c'est l'architecture à travers des redondances qui va permettre d'avoir, à partir de composants de base qui sont des composants du commerce, des solutions correspondant à nos critères de sécurité. Alors, quelques exemples de choses amusantes. On a parlé de l'hybride pour l'automobile. Ben, on va faire de l'hybride côté aéronautique. Hein, on a présenté au Salon de Berlin l'année dernière une maquette d'hélicoptères avec un principe de propulsion hybride. Alors, on bénéficie évidemment de ce qu'a fait l'automobile et on travaille avec les gens de l'automobile dans ce domaine-là. On travaille avec l'IFP aussi. Donc, une propulsion hybride, c'est-à-dire électrique thermique, ça permet sur un hélicoptère d'imaginer qu'on va découpler les rotors, le rotor principal et le rotor arrière. Aujourd'hui, on a un seul moteur et des systèmes de transmission par arbre et des systèmes de boîtes de transmission qui vont alimenter le rotor arrière. Bon, c'est un exemple, ça permet de gagner en sécurité, de réduire la masse. Et puis, ça permettrait d'utiliser des moteurs diesel également, plutôt que des turbines, parce qu'on aurait besoin de moins de puissance, ayant un complément de puissance électrique fourni dans certaines phases de vol. Donc ça permet vraiment des optimisations globales au niveau de l'architecture. Bon, vous voyez que pour faire ce genre de choses, il faut quand même avoir un minimum de connaissances sur les moteurs électriques, sur les moteurs thermiques et sur, évidemment, les conditions d'utilisation des hélicoptères. Deuxième exemple, aussi intéressant au niveau d'intégration de fonctions, c'est les pales actives. Donc, pour réduire, j'ai pris deux exemples d'hélicoptères pour changer un peu des avions. Pour réduire le bruit et améliorer les performances des pales d'hélicoptères, donc des systèmes de volée intégrés aux pales qui permettent, donc qui battent avec une fréquence assez élevée, qui permettent de rejeter les perturbations, les vortex à l'extérieur des pales. Donc ça permet à la fois de réduire le bruit, puis d'augmenter la performance des pales, donc augmenter la potence. Et ça, du fait qu'on fait ça, on a également moins de vibrations, donc ça permet aussi de réduire d'un autre côté les systèmes anti-vibration qu'on était obligé de mettre à d'autres endroits de l'appareil. Un autre exemple, celui-ci tiré des avions. Si on veut vraiment gagner de façon significative en consommation pour les avions du futur, aujourd'hui avec les turbines classiques, on peut encore gagner, disons 15%, mais on sera embuté. Et donc l'idée, c'est d'aller vers des moteurs, ce qu'on appelle contra-rotative open rotor, donc des moteurs à hélice contra-rotative non carénée. Donc on peut gagner avec ça 25% de consommation pour une vitesse qui est pratiquement la même. Par contre, on a du bruit avec ces hélices contra-rotatives, des vibrations très importantes. Et puis un problème de sécurité à régler du fait qu'il n'y a pas de carénage. Qu'est-ce qui se passe en cas d'éclatement d'une pale même si elles sont à l'arrière de l'appareil, il y a quand même le risque que ces pales aillent taper dans la structure et créer des problèmes. Donc là aussi, besoin d'avoir une approche non pas au niveau de la technologie individuelle, mais au niveau du système complet, pour être certain que la bonne idée de départ est réellement une bonne idée au niveau du produit. Alors un exemple pour dire qu'il y a aussi de la physique là-dedans. Actuellement, on travaille beaucoup sur un procédé
qui n'est pas nouveau, hein. Là, on utilise des machines qu'on achète dans le commerce, ce qu'on appelle l'additive layer manufacturing. Ça s'appelle aussi des imprimantes 3D. Hein. C'est ce qui permet de faire des pièces en 3 dimensions à partir de poudres qui sont consolidées par un laser ou par un faisceau d'électrons. Ce qui est nouveau, c'est d'utiliser des poudres métalliques pour faire ça, du titane, mais également des alliages d'aluminium qu'on a développés exprès, pour faire directement des pièces qui sont bonnes de vol, hein, avec des propriétés mécaniques qui sont supérieures aux propriétés qu'on a aujourd'hui avec des pièces de fonderie, qui permettraient également de faire des pièces de précision. Donc là, on touche vraiment à la matière dans ce cas-là, mais parce que cette technologie... Pardon, je reviens en arrière. Pas parce que cette technologie permet localement de faire mieux d'un point de vue des propriétés mécaniques, mais simplement parce que cette technologie permet d'imaginer de remplacer plusieurs pièces aujourd'hui assemblées par une seule pièce qui sera développée dans le même processus avec des aspects, des possibilités de géométrie optimisée, etc., qu'on ne pourrait pas avoir avec une autre technologie. Donc, un gain en intégration de fonctions, etc. Vous voyez, on est quelquefois vraiment beaucoup dans le concret, mais encore une fois, travailler à ce niveau-là n'a d'intérêt que si on se reprojette au niveau d'un sous-ensemble ou d'un produit complet. Alors, j'ai dépassé, non, ça va. Quelques conclusions sur ces évolutions que je viens de donner et que l'enseignement doit accompagner. Donc, contexte international nouveau, un marché mondial qui est ouvert pour les produits, mais aussi pour les talents. Des facteurs culturels qui ne sont pas forcément en faveur de la vieille Europe, c'est le désamour des jeunes, et pas uniquement des jeunes malheureusement, pour les sciences et la technologie, donc quelque chose qui nécessite une action de notre part. Une situation en France qui est plutôt meilleure que nos voisins immédiats, et puis un atout, hein, cette filière, c'est de grandes écoles, et j'inclus l'ENS, même si l'ENS a un rôle un peu particulier là-dedans, dans cette filière à la française. Je pense que c'est un bon modèle pour développer les futurs ingénieurs. Les évolutions des métiers, donc l'aspect architecte, intégrateur, qui est réellement en train de prendre beaucoup d'essor. Ça va jusqu'au fait que Airbus a identifié le métier d'architecte comme un des métiers d'Airbus. C'est-à-dire que dans les différentes filières qui existent, donc il y a les filières de management, hein, direction d'équipe, on avait déjà créé une filière expert, hein, pour donner aux gens qui se consacrent essentiellement aux aspects scientifiques et techniques la possibilité d'évoluer vers les plus hauts niveaux de reconnaissance du groupe. Et donc Airbus a identifié en plus donc, cette filière d'architectes qui est donc une capacité, partant d'un point fort qu'on a dans un métier donné, d'aller autour, comme le disait Eric, hein, de déborder un peu pour être capable donc, de faire des systèmes intégrés. Cette évolution des métiers, c'est aussi important dans la mesure où ce n'est pas simplement une capacité de faire ce que je viens de dire, mais également d'utiliser des outils nouveaux qui permettent de le faire dans les meilleures conditions. Donc c'est tous les outils nouveaux et les méthodologies nouvelles en termes d'ingénierie des systèmes, que ce soit l'analyse des requirements, la maquette fonctionnelle numérique, etc. Et puis donc, dernier point important, hein, je reviens là-dessus, c'est que le monde réel, il est d'abord et surtout un monde physique, donc il ne faut jamais perdre de vue le besoin de s'ancrer, quand on est un ingénieur dans une entreprise, sur une compétence technique forte, et c'est à partir de là qu'on va se développer. Et que rien de sérieux au niveau d'une entreprise ne peut se faire si on n'a pas des expertises pointues sur les briques technologiques de base. Et c'est ce qui explique qu'on a justement développé cette filière expert au sein du groupe ENS. Vraiment, l'expertise technique est mise au cœur de nos préoccupations. Voilà, merci.
Merci Monsieur Barbeau pour cette présentation. Les collègues que vous avez devant vous sont extrêmement sensibles au monde industriel et pour à la fois illustrer leur cours et aussi pour certains d'entre eux réaliser des sujets de concours. Donc ne soyez pas étonnés si à l'issue de la matinée vous êtes contactés pour trouver un support sujet de concours. Je vais laisser la place aux questions. On a un peu de temps, donc si vous avez des questions. François Vess a donc une question. Faut que tu... Ouais, l'interrupteur en dessous, sur on, et c'est bon. Oui, c'est bon. François Weiss, professeur au lycée Pierre de Fermat à Toulouse. J'ai compris que vous souhaitiez sensibiliser très tôt les futurs ingénieurs au métier de l'aéronautique. Or, il se trouve que nous avons, au niveau de l'UPSTI, organisé hier la première finale des Olympiades des sciences de l'ingénieur. Donc c'était une formidable vitrine pour les élèves et pour les enseignants pour montrer les réalisations des sciences industrielles pour l'ingénieur. Et d'autre part, ça a été une excellente opération de promotion pour la société qui nous a reçus, PSA Peugeot Citroën. Donc ma question, est-ce que vous seriez prêt à devenir partenaire pour les futures Olympiades des sciences de l'ingénieur ? Heureusement, on m'en a parlé juste avant, donc oui. En fait, dès que je l'ai appris, enfin, on soutient la préparation des jeunes aux Olympiades internationales de la physique. Déjà, il y a les préparations qui ont lieu ici à Cachan. C'est vrai que cette initiative dans le domaine des sciences de l'ingénieur, à la limite, ça couche mieux avec nos métiers, avec ce qu'on veut faire. Donc, oui, je suis prêt à recevoir les informations et on vous soutiendra, oui. Merci. Une autre question ? Marc ? Bonjour, Marc Derumeau, donc professeur de sciences de l'ingénieur sur Paris. Voilà, vous avez bien présenté l'aspect innovation et la nécessité pour ADS. J'aimerais savoir si vous avez dans la formation que vous organisez en interne une stratégie pour qu'elle soit déclencheuse d'innovation ou support d'innovation. On a donc oui, il y a des aspects de formation. Il y a aussi un certain nombre de choses qui sont organisées comme des concours. Donc, par exemple, dans mon organisation, j'ai un concours qui s'appelle Free Scooting. C'est de l'anglais, je suis désolé. Donc, on reçoit, alors c'est 2 fois par an, un peu plus d'une centaine de propositions. Donc, c'est vraiment chaque ingénieur peut venir avec son idée de projet. Et puis, de la centaine, on sélectionne 20 projets qui vont bénéficier d'un financement de 10 000 € pour permettre de préciser un peu mieux leur projet, de venir avec un premier démonstrateur qu'ils vont poser sur la table. Et puis, parmi les 20, on va en sélectionner 6 qui, eux, bénéficieront d'un financement de 50 000 € pour pousser encore plus loin leur idée. Et ça peut être... Alors, c'est en lien avec les métiers de ADS, mais ça peut être en dehors du domaine technique de la personne. C'est-à-dire que c'est vraiment très libre et on ne juge que la valeur des idées qui sont mises sur la table. Donc ça permet d'encourager d'une certaine manière un état d'esprit d'innovation. Bon, à côté de ça, il faut savoir que pour nous, l'innovation, c'est une question de survie, l'innovation technologique. Dans le groupe, tout le monde ne vit que pour ça. Non, il y a quand même les gens qui font du commerce. Bon, j'exagère. Mais une grande partie de la population, on est essentiellement un groupe d'ingénieurs ADS. Et l'innovation technologique, c'est vraiment notre cœur de métier. Notre performance sur le marché repose là-dessus. Et donc c'est encouragé. Bon, j'ai parlé de la filière expert. Il y a effectivement des cycles de formation qui sont faits. Il y a des concours. J'ai parlé de celui organisé chez nous, mais il y en a dans chaque division. Airbus a créé un truc qui s'appelle l'Innovation Cell, la cellule d'innovation,
Donc il y a un peu le même esprit, où chaque employé d'Airbus peut venir avec un projet, puis s'il est retenu, le projet va être supporté et développé. Donc c'est vraiment quelque chose qui est effectivement très très soutenu à tous les niveaux. Alors on utilise aussi nos partenaires justement pour, parce qu'il y a aussi des aspects formation continue pour que les gens soient aussi toujours à la pointe. Alors on a pas mal de nos ingénieurs, on les encourage à contribuer au cycle de formation dans le supérieur, et on les encourage aussi quelquefois à venir témoigner dans les classes du secondaire pour justement essayer d'attirer les jeunes vers nos filières. Mais on utilise aussi nos partenaires pour nous aider à justement faire de la formation continue sur nos métiers pour qu'en permanence l'ensemble de la population soit au top à l'intérieur du groupe. Alors, un exemple, c'est ce qu'on a développé sur Nantes. On a créé avec l'école centrale de Nantes, l'école des mines de Nantes, le Polytech de l'université, l'Institut catholique des arts et métiers, un truc qui s'appelle le Technocampus. C'est qu'on regroupe sur un même lieu donc les équipes de recherche de ADS Innovation Works, des équipes de recherche d'Airbus, les écoles. Il y a également le CETIM qui est avec nous parce que c'est ouvert à d'autres secteurs industriels. Et dans ce centre, il y a à la fois des activités de recherche, mais aussi des activités de formation. Alors formation des écoles qui mettent un certain nombre de... Bon, il y a des travaux pratiques. Eric mentionnait le coût des... le coût des moyens qui sont à mettre en œuvre quand on fait des formations dans le domaine des sciences de l'ingénieur. Donc, un des moyens de partager les coûts, c'est de se mettre ensemble sur des plateformes comme celle-là. Mais aussi formation continue. C'est-à-dire que là, on bénéficie des qualités de pédagogie de nos partenaires académiques pour former nos propres personnes. Merci. On a encore le temps pour quelques questions. Claude ? Merci. Dans notre enseignement sciences de l'ingénieur en classe préparatoire, on est aussi avec cette démarche de modèle-based design dont vous avez parlé tout à l'heure. On parle beaucoup, bien sûr, de modèles de connaissances, de modèles de comportement. Pour autant, il y a un pôle qui nous soucie à chaque fois, c'est renseigner le modèle. Autrement dit, on écrit des modèles, mais à un moment donné, lorsque l'on veut comparer ces modèles à la réalité, il faut pouvoir les renseigner, mettre des valeurs dedans. Et pour nous, c'est toujours une difficulté puisque ça passe par un plan d'expérimentation qui devrait être assez proche, on va dire, des conditions d'utilisation réelle du système. Dans votre entreprise, dans votre société, quelle est la part, on va dire en financière, de pourcentage, on va dire simplement, sur un gros projet comme l'avion que vous avez présenté, le 350, oui, c'est 350, c'est ça? Quel est le pourcentage de recherche liée justement à ce renseignement de modèle? En gros. Question très difficile. Alors je vais pas essayer d'échapper. Je peux vous dire que depuis le temps qu'on me promet qu'on fera moins d'essais grâce au numérique, on n'en a jamais fait autant. Mais sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'effectivement, l'idée, c'est de faire moins d'essais de grande dimension à la fin, où on découvre... Je ne vais pas citer de choses très précises, mais il y a un projet dans lequel j'étais impliqué il y a déjà longtemps, où au dernier moment on s'est rendu compte qu'un truc aussi bête que les modules d'élasticité qui étaient utilisés pour dimensionner une voilure n'étaient pas les bons. On avait changé d'alliage d'aluminium et quelqu'un avait dit, bon, de toute façon l'aluminium, le module c'est 72 000 MPa, il n'y a pas de raison que ça change. Et puis, si... Si, parce qu'effectivement, le module élastique au pied de courbe, lui, il ne bouge pas. Là, c'est vraiment la physique. Mais ce qui compte, c'est un module intégré sur une certaine... et puis là, on avait un écart de 5%. Et puis, on s'étonnait que la structure flambe plutôt que prévu. Et pourtant, le modèle était bon. Donc oui, l'acquisition de ces données de base, et ça représente encore... c'est difficile à... donc je vous dis, ça augmente. Par contre, en valeur, ça diminue, puisqu'on est sur des éprouvettes élémentaires. C'est vraiment très difficile. À l'échelle du développement d'un programme, ça représente quand même pas grand-chose. Ça représente pas grand-chose. Sur un développement d'1 milliard d'euros, c'est quoi? C'est 2 ou 3 millions d'euros. Mais on est beaucoup plus intelligent qu'avant.
Avant, on faisait confiance à un essai final en disant bah, c'est représentatif de la réalité. Non, c'était représentatif d'une certaine réalité, puisque si on voulait avoir une approche statistique, c'est pas un essai qu'il faudrait, c'est pas un avion qu'il faudrait casser, c'est une quarantaine. Donc on pensait être du bon côté parce qu'on faisait un essai complet sur une structure complète, et en fait on est beaucoup plus du bon côté quand on a travaillé en amont sur la, la validité, la robustesse des données qu'on met dans les modèles et sur la valeur des modèles eux-mêmes. Donc on passe beaucoup effectivement de temps maintenant sur l'acquisition de ces données de base et sur la validation des modèles. Ça c'est aussi un cas, quelque chose qui est très très important. Alors, dans le domaine des matériaux et de la mécanique, c'est plus difficile que dans d'autres domaines. Je pense on passait beaucoup par essai pour valider le positionnement des antennes sur un avion. Sur un avion, il y a une quarantaine d'antennes qui sont positionnées, qui peuvent interférer, etc. Donc le positionnement des antennes vis-à-vis des problèmes électromagnétiques était traité par essai avant, et à partir de la 318, donc c'était juste après la 380, on est passé une validation purement numérique. Mais là, on est dans un domaine qui est purement physique, qui est relativement facile, je vais dire, par rapport aux problèmes qu'on peut avoir en mécanique avec toutes les incertitudes sur les comportements des matériaux, les assemblages, etc. Donc, on va vous retenir pour une dernière question. Je crois que... Il y en avait par là, oui. Mais le micro est là-bas. Alors. Bonjour, Bertrand Beaufils, j'enseigne les sciences industrielles sur Paris. Vous avez longuement cité dans votre exposé le fait qu'il y avait une grande évolution du métier de l'ingénieur, notamment dans l'approche système. Est-ce que vous considérez que les jeunes ingénieurs qui sortent des écoles actuellement répondent à ce besoin, ou pensez-vous qu'il faille faire évoluer leur formation initiale ? Je pense qu'il y a un travail à faire, qui est à faire en commun pour... alors, bon, le niveau reste quand même très très bon. Hein. Et l'évolution se fait aussi suffisamment lentement pour que ça puisse se faire en partie à l'intérieur de l'entreprise. Mais on encourage certains de nos partenaires à effectivement intégrer davantage les aspects ingénierie système, intégrer ces aspects ingénierie système dans les cycles de formation. Hein, cette capacité d'optimisation pluridisciplinaire. Mais encore une fois, il faut faire ça, mais sans lâcher un métier de base. Je pense qu'Éric l'a bien décrit. On construit bien quand on a une bonne compétence sur un domaine physique et qu'on a en plus la capacité de déborder un peu sur les autres métiers. Les architectes dont je parlais ne sont pas des gens qui ont une formation simplement sur les outils d'ingénierie système. Ce sont des gens qui, à la base, se sont développés sur un aspect, sur l'aérodynamique, sur la structure, et qui ont ensuite acquis un certain nombre de méthodes pour aller au-delà de leur simple métier. Bonjour, Michel Horry. Je suis ex-professeur donc à la retraite en sciences industrielles en classe préparatoire. L'UPSTI s'est intégré cette année à l'espace ouvert numérique pour la Méditerranée qui regroupe 14 pays méditerranéens. Et donc, à ce titre, nous participons à la communauté thématique des travaux pratiques en ligne. Il y a quelques années, dans le cadre des journées de l'UPSTI, votre Chief Executive Officer, M. Louis Gallois, nous avait aidé à mettre des TP en ligne qui sont toujours en fonctionnement sur l'influence du Mistral sur le TGV. Il était à cette époque-là à la SNCF. Ah oui, il était passé. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'avec EADS, certains produits, certains systèmes pourraient être mis en ligne de cette façon-là, ou est-ce qu'il y a trop de parties secrets professionnels, brevetés, qui empêcheraient toute possibilité de mettre des systèmes en ligne de la même façon? Il faut regarder de plus près, mais je pense qu'il doit y avoir des domaines où c'est possible. Donc c'est envisageable. Oui.
Bon, bah, donc je vous Ce qui est breveté est public de toute façon. Oui, donc, voilà, disons, c'est parce que on a eu un cas assez défavorable où avec Siemens, on était prêt à mettre en ligne un champ éolien avec Vernier, qui est le fabricant d'éoliennes, et tout était réglé, le financement était prêt. Vernier nous avait reçus, dit oui, pas de problème. Et quand je lui ai demandé les documents techniques pour que les élèves puissent réfléchir, il m'a dit ah ben non, il y a trop de choses qui sont secrets professionnels pour que je puisse vous donner les documents techniques. Donc il faut savoir si à un moment donné ça coince pas ou si tout va pouvoir passer. Mais a priori on peut essayer de voir si c'est envisageable. C'est à construire. On peut pas prendre un cas directement parce qu'effectivement, un cas réel, je veux dire. Il faut sans doute le nettoyer un petit peu. D'accord. Hein, mais oui, de toute façon, on utilise, nous, on a quelquefois pour des cycles de formation interne, on est amené à le faire. Et on simplifie, non pas dans ce cas-là pour des raisons de secret, mais simplement parce que sur un cycle de formation court, on ne peut pas traiter toute la complexité d'un système. Donc oui. D'accord. Merci. Merci Monsieur Barbeau. Je sais que vous vous êtes fait remplacer à une réunion que vous organisiez à 10h, donc merci et merci encore. Voilà.